Bien, d'abord, je vais vous parler de mon parcours. Donc, Jean-Luc en a dit un mot. Je suis venu finalement. Alors, j'ai créé, c'est en 96 le cercle zététique, Languedoc-Roussillon. Mais j'étais dès 92, je pense, membre du cercle zététique national. J'étais venu à ça parce que je travaillais dans un secteur qui était la diététique. J'ai passé 2 ans en Belgique à travailler dans ce secteur-là. Et dans ce secteur-là, il y avait des personnes qui se soignaient à partir de croyances. Il y avait recours à des médecines, des patamédecines, des pseudomédecines. Enfin, il y avait un peu, vous les appellerez comme vous voulez, mais il y avait beaucoup de recours à des thérapies dites alternatives. Et le premier élément que ça m'avait amené comme réflexion, c'est d'aller voir qu'est-ce qu'il y avait derrière. J'avais des gens qui étaient convaincus très fortement, qui citaient des sources, qui citaient des docteurs, qui citaient des... Donc j'avais toute l'apparence d'un discours solide, sérieux, ancré, fondé, et qui n'était pas mystico-pété. Et en même temps, j'avais quand même ce discours mystico-pété qui pouvait accompagner ce discours-là. Donc j'ai eu envie d'aller chercher, et je suis tombé sur des débats. À l'époque, il y avait la 5, et j'étais tombé sur un débat d'Alain Cugnot, qui est aujourd'hui décédé, qui débattait avec je ne sais plus quel défendeur du paranormal. Et du coup, ça m'a permis de découvrir une collection qui était celle qui précédait celle de Bookie Book et que Henri Brock avait fondée. C'était chez l'Horizon Chimérique. Il y avait une édition qui abordait la question de la zététique finalement, et ça m'a permis de découvrir ce monde-là de la zététique, et notamment le livre Le Paranormal de Henri Brock, qui est un livre fondateur pour moi, mais je pense pour tout le mouvement sceptique français, c'est un livre clé. Il a 2 avantages: il est très clair, et il n'est pas énorme. Et donc il est très accessible en réalité, et très illustré d'éléments très concrets, d'exemples, qui permettent de mieux appréhender les concepts qui y sont proposés. C'est un peu ce réflexe-là que j'ai eu aussi dans le manuel, c'est de créer quelque chose qui soit atteignable, facile, concret, qui se rapporte aux pratiques professionnelles, qui se rapporte à des cas concrets que les travailleurs sociaux rencontrent, pour pouvoir intégrer à quel point la zététique n'était pas à l'écart de des questions qui traversaient, et pouvait être complètement reliée, et complètement un outil opérationnel de leur activité quotidienne. Donc c'est pour ça que j'ai fait finalement ce travail-là d'essayer d'être simple. Henri Brock m'avait proposé de faire un livre de 200 à 300 pages, et je lui ai dit que je préférais un livre de 90-100 pages, d'abord parce que c'est plus rapide à écrire, même si ça nécessite un travail de synthèse évidemment un peu plus poussé, mais surtout parce qu'aujourd'hui on ne lit plus. On peut le regretter, on peut trouver ça génial. Le constat est qu'on ne lit plus des livres de 300 pages aussi facilement. C'était déjà pas facile à l'époque, hein, mais on le lit peu, on lit court, on lit vite. On a tendance à avoir une culture du rapport à la lecture, on n'a jamais autant lu finalement. Et par contre, on lit des bribes, on lit des titres, on lit des accroches, on lit des séquences qui doivent retenir notre attention, et dès qu'on se lasse, on risque de passer à autre chose. Donc on a vraiment un rapport à la lecture qui a évolué, et c'est pour ça que moi j'ai souhaité faire un petit livre et un petit manuel, plutôt que faire un grand livre dans lequel j'aurais pu étaler des dizaines d'exemples, etc., etc. Donc 92, entre les années 90 et 92, je rencontre les questions d'une approche zététique des phénomènes réputés paranormaux. J'adhère au cercle zététique national, et en 96, et on crée un groupe local du cercle zététique national qui deviendra en 96, je vous passe tous les aléas de l'histoire de la zététique. Et à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux aussi forts, mais on s'emplâtrait déjà bien. Donc il y avait des tensions, des désaccords majeurs, des désaccords de valeur aussi. Et donc on a créé un cercle zététique qui était indépendant du cercle zététique national. Ça c'était 96, et j'ai commencé mes études en travail social à peu près en 97, c'est-à-dire 1 an plus tard. Et devenant travailleur social, enfin, me formant au métier d'assistant de service social, à la profession d'assistant de service social, j'ai découvert des éléments qui venaient compléter ce que la zététique m'avait apporté. La zététique me permettait de comprendre par exemple comment on pouvait avoir dans un entretien, une consultation de voyance ou d'astrologie, des éléments qui pouvaient permettre de penser que ça marchait, l'astrologie ça marchait, la voyance ça marchait, les pouvoirs
de ce voyant était extraordinaire. Et j'ai compris à travers les techniques d'entretien aussi, qui venaient compléter le savoir critique qu'il y avait sur les questions de voyance, ça m'a permis de compléter finalement mon savoir et mon approche critique de ces phénomènes. Comment on peut donner l'illusion de savoir, vous connaissez les techniques de coloring, etc., l'effet de halo, on peut avoir des effets de pluie de multiples façons lors d'une consultation. Ça m'a permis de mieux comprendre finalement qu'est-ce qui se jouait et les questions aussi d'éthique de la relation qu'il y avait entre ces professionnels du paranormal et leurs clients, et les différences qu'on pouvait trouver entre l'éthique et la déontologie des professionnels de travail social et les bénéficiaires de leurs interventions. Ça m'a amené en 2003 à sortir un livre qui s'appelle Astrologie derrière les mots, déjà chez Book, et d'aborder la question de l'astrologie, puisqu'à cette époque-là, je m'intéressais plutôt à la question de l'astrologie. On avait, alors, tout à l'heure j'ai entendu qu'il y avait une Madame Tessier qui va intervenir, mais à l'époque on avait une autre Madame Tessier. C'est pas la même. Ouais. Elisabeth, qui était la star médiatique de l'astrologie et qui avait une surface médiatique vraiment très impressionnante. Je ne sais pas si vous vous rappelez l'histoire avec Mitterrand, l'astrologue de Mitterrand. Enfin, tu dis ? Non, je dis que c'était une très belle femme, peut-être elle voyait Mitterrand pour d'autres raisons que l'astrologie. Cette hypothèse a été mise par plusieurs observateurs. Voilà. Connaissant et Mitterrand, et voilà, donc c'est vrai que cet élément... On a quand même un doctorat. Oui, de sociologie, oui, tout à fait. Ben, on peut avoir un doctorat ou ne pas en avoir. Avec ma fésonie en plus. Oui, bien sûr. Mais elle occupait tous les espaces finalement d'un discours critique finalement du savoir scientifique. Elle était dans une approche compétitive de ce savoir-là. Elle incarnait soi-disant l'astrologie scientifique. Donc on avait ce personnage qui prenait beaucoup de place et il a pris aussi beaucoup de place dans le travail critique qui avait été fait à l'époque sur la question de l'astrologie. Ça nous a, et pas que par moi, quand il a fait le doctorat notamment, toute l'équipe de l'AFIS s'est penchée dessus, Jean-Paul Krivine, Henri Brock, il y a eu tout un travail de déconstruction justement de la fameuse thèse d'Elisabeth Tessier. Mais aujourd'hui, on n'a plus trop, enfin en tout cas on n'a plus dans l'espace médiatique classique des stars comme ça. Je trouve, enfin c'est ma perception, hein, mais j'ai l'impression qu'on a perdu ça. Par contre, les personnes de ce type-là, sur les réseaux sociaux, sur des voies alternatives de communication, vont être très très présentes et même très massivement présentes. Et en atteignant des publics qui ne vont pas forcément trouver de contre-discours, puisqu'on va être sur des canaux de diffusion qui sont des canaux dans un monde fermé. Hein, et l'algorithme vient renforcer le fait qu'on va trouver des éléments qui convergent avec le discours qu'on a trouvé la première fois. À l'époque, finalement, quand Elisabeth Tessier intervenait dans des médias du type TF1, Antenne 2, je pense que ça s'appelait à l'époque, etc., il y avait aussi, si on regardait cette chaîne-là, d'autres discours alternatifs et qui pouvaient être critiques qui apparaissaient. Et je me rends compte qu'à l'époque, on s'offusquait de la présence de ce discours-là sur les médias publics, mais fondamentalement, ce qui était bien, c'est qu'il y ait ces discours-là, parce que aussi il y avait des discours critiques qui étaient trouvables sur cette même source d'information. On aperçoit qu'aujourd'hui, finalement, il y a moins de discours critiques mystico-pétés du côté des organismes de presse et de médias télé, etc. Mais du coup, les gens ne trouvent plus de contre-discours à ça. En tout cas, ils vont moins souvent croiser des contre-discours. Donc, je pense qu'à l'époque, on se battait en se trompant des fois sur le combat qu'on menait. On ne voyait pas l'aspect positif de la situation, on ne voyait que le négatif. Et le négatif, c'était en effet que ce discours pouvait atteindre des millions de personnes dans une fois. Mais ces millions de personnes pouvaient être aussi atteintes par d'autres discours, parce qu'elles suivaient à peu près les mêmes canaux tout le temps. Voilà, petite digression. Donc 2003, je sors ce livre-là. Et puis je pars dans le travail social complètement. En 2005, j'arrête la participation au cercle esthétique Languedoc-Roussillon parce que je suis pris par d'autres responsabilités associatives au niveau national, ce qui fait que j'ai plus le temps à consacrer et que je suis encore dans cette période. Par contre, j'ai amené mon chéquier, Jean-Luc, pour pouvoir adhérer. Parce que... C'est la trésorière qui va bien. Ah, moi, je verrai la trésorière, ok.
Non, parce que chaque fois que je viens, je dis il faut que je pense à adhérer quand même. Ce serait la moindre des choses de soutenir le groupe à défaut de pouvoir y participer. Et voilà, donc ce fois, ça y est, c'est blindé, je ne partirai pas d'ici sans avoir fait un chèque. Et j'ai fondé ensuite d'autres éléments parce que dans le travail social, finalement, la question zététique m'a toujours agité, mais pas en tant que pas nommé. L'esprit critique, les éléments de méthode que l'on acquiert par l'approche zététique ou enfin voilà, l'approche sceptique, on va les utiliser au quotidien, mais à un moment on ne s'aperçoit plus, on les nomme plus. Hein, c'est des mécanismes qu'on met en œuvre qu'on ne va plus nommer. On est inconsciemment compétent, entre guillemets, et donc du coup on n'a plus conscience qu'on utilise ces outils-là. Mais dans le travail social, ce que j'ai pu mesurer, c'est les effets d'impact qu'a le travail social dans la vie des personnes. J'étais venu il y a un an en effet sur la question de protection le dispositif de protection de l'enfance génère-t-il, favorise-t-il le complotisme des parents qui ont un rapport avec ce dispositif-là, et ma réponse était plutôt oui. Il participe à construire une réaction complotiste décalée, biaisée, tout ce qu'on veut, mais il participe à la construire. Et c'est vraiment un élément majeur pour moi, c'est que le travail social, c'est des gens qui viennent frapper chez vous pour vous demander des comptes sur comment vous gérez votre quotidien dans le rapport avec vos enfants. Comment se régulent les circulations d'affect, d'informations, de commandes dans le couple. Donc on a des professionnels qui viennent au plus près et au plus intime des fois des relations dans des systèmes familiaux et qui ont un pouvoir de description et d'alerte sur ce qu'ils ont vu et compris à l'intérieur de ces systèmes familiaux. Et ça a des impacts majeurs sur les vies des personnes. Et c'est nécessaire, hein. Quand je dis ça, ce n'est pas une approche critique, je dis évidemment une société doit se préoccuper des personnes qui sont en fragilité, et des fois les endroits de la fragilité sont à l'intérieur de ces lieux qui sont relativement clos, que sont les appartements, les maisons et les familles, évidemment. Mais ça a un impact majeur. Ça veut dire que si vous allez toucher ça, vous pouvez faire des infractions qui se transforment en préjudice extrêmement important. Donc vous touchez à quelque chose de sensible, dans l'idée de protéger, et pour autant, selon la façon que vous aurez de procéder, vous pouvez provoquer de la protection, de l'aide, et l'aide c'est pas forcément la protection, et vous pouvez par contre aussi créer plus d'insécurité, plus de danger, plus d'effraction, de dislocation d'un système familial, et d'aller rompre des choses essentielles qui tiennent un système qui permet à des enfants de grandir et à des adultes d'être suffisamment en sécurité pour être avec leurs enfants tout simplement. Donc voilà pourquoi je suis revenu sur l'idée du travail social. Alors, autre chose, c'est que j'avais évoqué en 2015 avec Henri Brock lors d'un échange l'idée de pourquoi pas un jour peut-être je ferai un petit manuel du travail social sceptique vu toutes les situations où il y a des effets, des biais, des facettes que je vois, que j'identifie dans les situations. Et pourquoi pas un jour. Et puis, il y a 2 ans, il est venu me relancer avec un mail en disant « Je me rappelle d'une conversation, j'aimerais bien lire ce manuel du travail social sceptique. » Et donc, ça, je me suis dit « Allez, j'y vais. C'est le moment. » Et voilà, donc, comment ce petit livret est né. Et j'ai sorti ce livre avec l'idée d'un site complémentaire, c'est-à-dire il y a zététique et travail social. Ça tombe bien parce que zets.fr n'était pas pris dans les noms de domaine. Donc du coup, j'ai créé un site dans lequel je vais continuer, et puis peut-être d'autres justement vont pouvoir venir écrire sur le thème travail social et approche zététique. Donc l'idée, c'est un projet un peu plus global qu'un livre. C'est l'idée de diffuser de la méthode, diffuser un point de réflexion croisé autour de ces questions, parce qu'il y a d'autres professionnels que ça va intéresser et qui se retrouvent déjà, qui témoignent suite au bouquin à quel point ils se retrouvent, qu'eux aussi dans leur côté individuellement. Donc l'idée c'est de déployer ça. Les éléments de contexte du travail social, on est dans ce qui se produit dans l'ensemble de la société. Là, je vais vous expliquer un peu ce que je dis aux travailleurs sociaux et pourquoi je leur dis ça. Voilà. Dans les interventions que je fais autour de ce bouquin. Et autour de la zététique surtout. C'est l'élément de perte de confiance dans les institutions et les autorités.
On l'a vu avec la crise sanitaire qu'on vient de passer, à quel point cette perte de confiance qui était même de la défiance, et à quel point on était dans une période de tension sur ça, de la question de crédibilité. Or, les travailleurs sociaux représentent des autorités. C'est-à-dire que quand ils interviennent chez vous, qui tapent à la porte d'un domicile, ils interviennent au nom d'une institution et d'une mission légale. Ils sont l'incarnation de ces autorités-là. Donc cette question de défiance porte aussi sur les travailleurs sociaux de façon majeure. Il y a aujourd'hui sur les questions qui touchent justement à la famille et plus particulièrement aux enfants, des diffusions de panique morale de façon très rapide avec toute la diffusion que permettent les réseaux sociaux extrêmement forts. On a des réactions émotionnelles extrêmement fortes sur ces sujets-là. Et donc on va avoir une tension très forte dans le débat public, très rapide. Alors c'est souvent dessoufflé, ça monte pendant quelques jours, et puis arrive un autre sujet qui balaye ça, et on s'offusque et on condamne autre chose. Le quotidien est remplacé rapidement par un autre quotidien. Mais enfin, on est dans ce contexte-là, et dans ces réseaux sociaux s'organisent aussi des paroles critiques du travail social sur ces méthodes, sur ces effets sur les familles et sur les personnes plus largement. On est sur ces sujets-là dans une approche centrée sur le drame. Vous avez sans doute peu entendu parler du nombre d'enfants victimes de maltraitance en France chaque année. Par contre, vous avez entendu parler du dernier enfant qui a été tué par son parent. Vous avez peut-être peu entendu parler des différentes données que l'on possède sur la question de la violence conjugale. Par contre, vous avez entendu parler du dernier féminicide, et en ce moment il y en a régulièrement, et en plus il y a les féminicides doublés de la tuerie, de l'assassinat d'enfants. Donc, on a une époque qui s'intéresse non pas au phénomène, mais qui s'intéresse à un élément isolé, extrêmement mobilisateur en termes d'émotions, et qui vient nous percuter dans nos histoires, dans nos émotions, et qui nous convoque à penser quelque chose de général à partir d'un exemple qui peut être aussi impressionnant soit-il, ne représente pas l'ensemble d'une problématique. Et ça provoque une société qui a de plus en plus peur. Ça provoque et ça nourrit, ça tourne, le cercle vicieux est entamé du côté de la peur, ce qui fait qu'on a des institutions qui ont peur. Le président du conseil départemental en charge de la protection de l'enfance, personnellement responsable de la question de la protection de l'enfance, sa question c'est, il ne faut pas que le prochain enfant tué, ce soit dans le département de l'Hérault, pour Kléber Mesquida, ça doit être sa question. Dans le Gard, je ne sais plus quel est le nom du président du conseil départemental, mais sa question est la même. Du côté des administratifs, des chefs de service, des directions, il y a une obligation du drame et une centration sur le drame. Et donc on a de plus en plus peur et on abaisse les seuils d'alerte qui déclenchent de l'intervention. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par un dispositif qu'on appelle l'information préoccupante, c'est une alerte adressée au conseil départemental dès qu'il y a un enfant en danger ou en risque de l'être, alors au sens de l'article 375 du Code civil, on peut faire une information préoccupante au conseil départemental qui va déclencher une enquête administrative qui va permettre d'évaluer la situation des enfants. Or, les signaux, alors ça existe depuis 2007, les informations préoccupantes. Chaque année, le nombre d'informations préoccupantes est supérieur à celui de l'année précédente. Et les signaux d'alerte, il y en a des fondés, des graves, des immédiatement identifiables comme étant en effet des signaux qui nécessitent une mobilisation et des fois même extrêmement rapide. Mais vous avez de plus en plus d'éléments de crainte qui sont pris en compte et qui élargissent le périmètre des familles qui sont concernées par une information préoccupante et donc une enquête sur leur modalité de fonctionnement, leur vie. Et ces craintes-là se nourrissent, chaque professionnel ne veut pas rater, passer à côté de la situation dramatique qui pourrait exister dans tout foyer. Et donc on va avoir une inflation comme ça, des mobilisations qui génère un climat et un contexte de travail dans lesquels les travailleurs sociaux deviennent précautionnistes. Et c'est pas juste d'utiliser la précaution, ils deviennent précautionnistes, c'est-à-dire que l'objectif,
c'est d'éviter le drame. Et en cas de doute, envisage le pire. C'est ça le précautionnisme. C'est qu'en cas de doute, tu ne peux pas envisager le meilleur, tu dois envisager le pire pour être sûr de ne pas passer à côté. Et donc tout ça, ça génère une augmentation de l'exigence vis-à-vis des professionnels et des institutions. La société ne supporte pas que des professionnels passent à côté, entre guillemets, d'un drame. Quand il se produit un drame, mais c'est que faisaient les services sociaux, mais comment n'ont-ils pas vu, etc., etc. Ce qui est intéressant à apporter, c'est par exemple le biais rétrospectif, qui vient jouer dans ces situations de façon majeure sur la façon de penser la situation elle-même et qui laisse penser que forcément on ne pouvait que le voir. La société pense que la maltraitance d'un enfant est forcément immédiatement visible et accessible. Il suffit de voir l'enfant. Or, la maltraitance a ceci de complexe, c'est qu'elle peut revêtir des formes qui sont extrêmement difficiles à cerner. Mais pour la société, les choses sont simples. Le niveau d'exigence, du coup, est élevé, puisqu'on ne peut pas ne pas voir qu'un enfant est maltraité. Donc vous voyez comment tout le monde est en tension, et du coup il y a une exigence sur la production des évaluations, des rapports, de la qualité du travail qui est mené par les travailleurs sociaux, qui ne cesse de se rehausser. Alors ça c'est travaillé, il n'y a pas besoin de la zététique pour travailler ça, mais la zététique peut aussi constituer un élément modérateur de ça, c'est-à-dire une accentuation de la qualité de l'évaluation, mais une accentuation de la qualité profitable à tous. C'est-à-dire profitable aux institutions parce que, en effet, il ne faut pas se tromper dans la façon de lire et comprendre une situation, mais profitable aussi aux parents parce qu'il faut aussi que les évaluations soient fondées quand on dit qu'ils sont dysfonctionnants, qu'ils sont maltraitants, que même on préconise une séparation de l'enfant de son milieu familial. Il faut qu'il y ait des éléments fondés. Ça nous renvoie à la question de la charge de la preuve. Dans le dispositif de protection de l'enfance, on a une inversion de la charge de la preuve terrible. Et en même temps, compréhensible. On nous dit que vous maltraitez vos enfants, démontrez-nous que vous ne les maltraitez pas, ou que vous ne l'avez pas fait. Comment vous pouvez démontrer que vous n'avez pas fait ce que vous n'avez pas fait? On sait justement que c'est une impossibilité logique et physique, et c'est pourtant l'implicite de la demande qui est faite par la société. Rassurez-nous en nous montrant que vous n'avez jamais été maltraité. Donc vous voyez la difficulté. Et ça, les parents, s'il y a bien quelque chose qui renvoie, c'est ce truc fou dans lequel ils sont plongés. Une attente qu'ils ne pourront jamais satisfaire. On va trouver la question de l'effet bistandard, le double standard. On va avoir un niveau d'exigence vis-à-vis des parents qui n'est pas celui que l'on a vis-à-vis d'une autre famille. C'est-à-dire, si vous avez une information préoccupante qui est arrivée, il va falloir montrer patte blanche et rassurer le dispositif beaucoup plus fortement que ce qui est exigé de la moindre famille, qui connaît elle aussi forcément des dysfonctionnements, forcément des réponses inadaptées de parents au regard des besoins des enfants. Toute famille connaît des passages dans lesquels il y a de l'inadaptation de la réponse, et c'est comme ça aussi qu'on progresse en tant que parents, c'est comme ça qu'on n'est pas des gens parfaits, des situations parfaites n'existent pas. Or, il y a quand même un biais qui est celui de la solution parfaite, qui existe très fortement dans l'idéal de la protection de l'enfance. C'est l'idée qu'il faut que les parents soient en effet à nous rassurer sur tous les plans, ce qu'ils ne pourront jamais faire. Sinon, il y a un problème. Donc vous voyez qu'on est sous le regard du service social via l'opération et l'intervention des travailleurs sociaux. On peut se retrouver dans une situation extrêmement compliquée d'emblée, du fait du dispositif, nourri par la crainte qui aura besoin d'être rassuré, mais sur des plans où il ne pourra peut-être des fois jamais être rassuré. Alors là, je décris un tableau un peu noir. En même temps, il y a des professionnels qui interviennent, des choses qui sont notées comme étant pas tout à fait adéquates, et les professionnels disent mais il n'y a pas besoin de continuer à intervenir dans la situation. Ça ne se traduit pas toujours par une inflation d'exigences, etc., etc. Mais malgré tout, c'est la toile de fond d'un dispositif qui est fondé sur la peur et qui commence par une affaire qui commence mal, un signalement de parents qui n'ont pas été à la hauteur de ce qu'ils devraient être en tant que parents.
Et dans ce contexte, vous imaginez la complexité à délibérer de façon sereine. C'est-à-dire, on demande aux professionnels du travail social de réfléchir, débattre et prendre une décision, ou transmettre une préconisation de décision à un décisionnaire qui va être soit le magistrat, juge des enfants par exemple, soit un administratif du côté de l'aide sociale à l'enfance. On leur demande d'être sereins, ce qui est quand même pas la chose la plus simple à faire dans un tel contexte. Donc voilà les éléments de contexte, et ce que la méthode zététique finalement vient ramener pour les travailleurs sociaux, c'est un rappel de quelque chose qu'ils possèdent déjà, c'est théoriquement une méthode d'intervention que le travail social a développée depuis des années. Il y a une méthodologie d'intervention en travail social, qui est un passage qui est obligé, mais que certains évitent. Hein. Dans toutes les formations, on évite certains sujets. Mais cet élément de méthode est théoriquement au cœur de l'intervention en travail social. Alors pas toutes les professions ont la même sensibilité à cet aspect méthodologique. Du côté du travail social du type assistant des services sociaux, conseiller en économie sociale et familiale peut-être aussi, on est plus ancré sur des aspects méthodologiques. Mais malgré tout, c'est un élément qui existe. Ce qui est intéressant, c'est de rappeler avec la zététique que justement la méthode, c'est le tiers entre soi et la situation. C'est ce qui va permettre de venir réguler le rapport que l'on a, qui est un rapport direct, qui peut être chargé d'affect, d'émotions, de biais qui sont ceux que cognitivement on sait produire allègrement toutes et tous. Et cette méthode vient venir en tiers par rapport à l'intervention, et notamment dans des moments de situations sensibles et des situations autour des maltraitances sur des adultes ou sur des enfants, sont des moments de haute intensité émotionnelle. C'est en ça que l'idée d'apporter, de rapporter, hein, parce que je suis finalement qu'un passeur de quelque chose qui existe, que vous connaissez, qui est la zététique, dans un secteur où elle n'est peut-être pas autant connue que dans d'autres, quand même la zététique n'est pas toujours très connue, mais elle progresse. Il suffit de voir en effet la portée de tous les médias qui sont référés à la zététique aujourd'hui sur le net. Alors ça c'est les éléments sur la méthode. Et là, je propose une définition de la zététique qui est inspirée d'une définition de l'éthique d'un philosophe qui s'appelle Jean-François Malherbe, qui est aujourd'hui décédé. Je m'aperçois que Alain Cugnot, Jean-François Malherbe, je cite que des personnes décédées. C'est le travail méthodique que je consens à faire avec d'autres pour réduire autant que faire se peut l'inévitable écart entre mes perceptions, intuitions et le réel d'une situation. Finalement, la zététique, c'est ça, c'est l'écart entre ce que l'on perçoit intuitivement et justement le réel d'une situation. C'est une des autres propositions de définition de la zététique. Il y en a quelques-unes qui circulent. Les charmants voisins la définissent d'une façon, Henri Pauque d'une autre. Toutes sont convergentes, heureusement, donc ça va. Et l'intérêt de la zététique, c'est que ça amène une confrontation des grilles de lecture des travailleurs sociaux, et notamment des références disciplinaires des travailleurs sociaux. Par exemple, il y a des approches qui vont être assez convergentes du côté de la psychologie sociale. Si on utilise la psychologie sociale, méthodologiquement, on ne va pas être en grand écart avec une approche zététique, parce que la psychosociale se fonde sur la méthodologie scientifique, se livre à des expériences, des réplications, etc. Même s'il y a une crise de la psychosociale sur la question des réplications notamment. Mais on a une grille de lecture, si on prend la psychosociale, qui va être compatible avec l'approche zététique, parce qu'elle a un niveau d'exigence sur la méthode qui est de même nature et de même degré. Deuxième élément, si on compare avec la psychanalyse, qui est aussi très présente dans le travail social, je dirais qui est encore très présente dans le travail social, parce qu'elle est en déclin, malgré tout, comme dans le reste de la société. Elle suit le chemin qui se produit au niveau universitaire notamment, mais elle a des zones pour utiliser un terme psychanalytique, de résistance. C'est-à-dire qu'il y a des lieux, il y a des centres de formation qui sont encore très fortement ancrés
sur une approche psychanalytique, une lecture psychanalytique comme élément prioritaire de compréhension de la situation d'une personne. Et évidemment, l'approche zététique va forcément là entrer en collision avec ces aspects-là que propose cette grille de lecture que propose la psychanalyse, non pas sur le fond, mais sur la méthode qui permet d'adopter ou de proposer cette grille de lecture. Donc, on va avoir, évidemment c'est un élément qui est intéressant à amener, quelque chose qui peut nourrir un débat critique à l'intérieur d'abord des centres de formation, mais aussi pour les professionnels qui utilisent cette façon de lire le monde. Il n'y a rien de plus facile que de trouver que la responsabilité d'une situation dépend d'une mère et d'une mauvaise mère. Il n'y a rien de plus facile que ça. Vous avez tout un appareillage disciplinaire qui vous explique à quel point, et du côté de la psychanalyse évidemment, à quel point cette question de la mère, de ce qu'elle a fait, quoi qu'elle fasse, et de toute façon c'était pas bon. Mais excusez-moi, c'est des amis de Perpignan qui sont là, hein. FAS 66, qu'on a rencontré récemment à Toulouse. J'avais élargi l'invitation et ils y ont répondu volontiers, on est heureux de les accueillir aussi. Voilà. il va falloir trouver des chaises. Il y a des chaises là. Venez, viens ici, c'est pas des chaises grandes aussi. Il y en a deux, ouais. Excuse-moi Laurent. Non, mais Bonjour. Ah, pardon. Non, vous se mettez là-bas, vous embêtez pas. je suis né à Perpignan, donc je comprends. Vous êtes au soleil. C'est pas grave, je mets les filles au soleil, moi je reste là. Derrière, si vous voulez. Ça va pour vous? Mais ils sont combien? C'est ça. Ils sont 3. Voilà, ils Ils ont eu du mal à trouver, c'est pour ça. Je pique celle-ci. On n'a toujours pas de Dominique. Dominique, elle connaît le livre. C'est perdu. C'est elle le centre de l'orientation. Elle a cru que c'était à Perpignan. Donc ce que permet justement l'approche zététique, c'est aussi de confronter la validité des grilles de lecture et surtout d'avoir aussi un rapport au savoir qui sont proposés dans les centres de formation, qui ne soit pas un rapport d'adoption parce que ça nous a enseigné, mais qui soit un rapport critique, c'est-à-dire on nous propose cette grille de lecture, je vais avoir le réflexe d'aller voir ce qui justement est fondé ou pas. Et aujourd'hui, c'est vrai que du coup, on googlise une question, on va trouver, même sur la fiche Wikipédia, normalement on doit trouver les éléments de débat qui existent autour d'une discipline, par exemple. Donc on va pouvoir croiser assez rapidement ce qui fait consensus et ce qui, justement, n'est pas validé ou fait plutôt dissensus. Donc c'est des éléments qui sont importants et en termes de méthode et d'approche de l'information, puisque vous le savez, la question de la zététique, c'est d'abord celle de comment on gère l'information qui nous est proposée. Qu'est-ce qu'on en fait, comment on la teste, comment on envoie la solidité, la consistance. Et si les professionnels, dès la formation et en cours d'exercice, avaient ce réflexe-là de vérification, alors pas systématique, mais dès qu'il y a quelque chose qui les séduit, il y a deux repères, souvent. Vous savez qu'on est tous agis par le biais de confirmation. Dès que quelque chose confirme ce que l'on pense sur un sujet sensible, on a intérêt quand même à aller vérifier si ce qu'on pense n'est pas à côté de la plaque. Et cet élément de séduction est souvent, dans la formation, mais plus largement tout au long de la vie professionnelle, un élément majeur qui fait que, évidemment, on ne va cesser que de sélectionner et de confirmer les données que l'on a, et de sélectionner celles qui vont dans le sens et qui sont convergentes avec ce que l'on pense a priori. Donc, si la zététique peut amener ces professionnels et futurs professionnels à avoir un réflexe majoré, parce que, encore une fois, les professionnels ont un esprit critique, ils ne sont pas à côté de la plaque, et il y a aussi une exigence critique de leur part. En tendance, en moyenne, tous ne le sont pas, ils peuvent peut-être accentuer cet aspect-là, surtout à une époque où ils vont devoir être, par exemple, un accompagnement d'ados, qui eux vont leur dire sur le net, mais si, alors en ce moment on a les ovnis là qui nous reviennent, hein, ça faisait un moment qu'on ne les avait pas vus, là on a une résurgence de la question des ovnis, alors avec des stockages dans un garage quelque part sur une base américaine de vaisseaux qui ont été trouvés. Bon,
on s'approche de l'été, et quand on s'approche de l'été, il y a des ovnis. C'est une thématique de l'été, souvent, au cœur de l'été, comme on n'a pas grand-chose à servir. Bon, là, il y a d'autres éléments quand même qui l'amènent ce sujet-là aujourd'hui, mais... Ouais. C'est l'inverse de la grippe. Oui, c'est l'inverse de la grippe, l'OVNI, oui. C'est pas un hasard. Exactement, c'est toujours pas un hasard. Donc voilà, c'est l'idée d'aller nourrir ça, et puis de nourrir pour eux-mêmes dans leur pratique, mais aussi dans leur rapport au public. C'est-à-dire qu'ils vont être à l'accompagnement de collectifs de mômes, par exemple. Vous travaillez dans une maison d'enfants à caractère social, vous allez accompagner des ados ou des plus jeunes en construction, et vous allez participer de ceux qui viennent, les aider à appréhender le monde, à avoir des armes pour pouvoir être en relation avec ce monde, et pour pouvoir justement avoir une vision aussi critique, se faire leurs opinions et pas confondre se faire une opinion avec adopter l'opinion qui me séduit. Tout ça, c'est des questions qui se posent pour leur public, pour eux, et donc c'est intéressant qu'il y ait une proposition de notre outil, parce qu'il y a plein d'outils qui sont proposés sur ces questions-là, qui est celui de la zététique. J'ai parlé de la question de la sensibilité des situations, des émotions, et de la responsabilité des travailleurs sociaux. Et l'idée pour moi, c'est de proposer une zététique qui soit imparfaite. Là aussi, c'est un retour critique, moi, sur ma pratique. Quand j'ai découvert la zététique, je chassais le biais à chaque recoin de phrases, de positions, d'affirmations. Évidemment que ça fait partie du travail d'examen critique que l'on a à faire, mais je me dis que si dans une équipe, chacun devient obsédé par aller chercher chez l'autre la faille dans son argumentation, dans sa façon de penser, rapidement l'équipe, bon, en général ils n'attendent pas ça quand il y a une mauvaise ambiance, mais ça pourrait donner des moyens d'être encore plus en tension et en opposition à l'intérieur des équipes, entre professionnels. Si on a un discours de vérité à l'intérieur d'une équipe, comme l'autre risque de l'avoir aussi, on va s'emplâtrer joyeusement, et ça, ce sera productif pour personne, et ce sera fatigant pour tout le monde. Donc, l'idée, c'est de produire de la zététique imparfaite, c'est-à-dire comment se saisir de la zététique. On ne peut pas maîtriser tous les effets, tous les biais, toutes les facettes de la zététique, et sans arrêt les mettre au filtre, comme filtre, les utiliser comme filtre de nos rapports avec les informations que l'on a. Mais par contre, il y a des moments clés où on doit mobiliser cet outillage-là. Et l'idée, c'est justement que les personnes puissent se saisir d'un outil, de deux, de trois, d'identifier quel est finalement le biais qui est le plus utilisé par eux, ou dans l'équipe, pour essayer d'avoir une attention sur au moins un des aspects dans lesquels une pensée peut dérailler et aboutir à des conclusions fausses. Et c'est cette idée de zététique imparfaite qui me semble la plus opérationnelle, parce que ça veut dire qu'on peut prendre un petit morceau et qu'on n'est pas obligé d'être parfait. On ne s'impose pas l'obligation de prendre tout l'ensemble. Et que peut-être en prenant un petit morceau, après on en prendra un autre. Et que petit à petit on construira un appareillage critique qui va se renforcer au fur et à mesure du temps. Alors, la question de la zététique imparfaite, et il ne s'agit pas de dire non plus que d'être relativiste. Il y a aussi dans le travail social cette idée que toutes les idées se valent, que tous les avis se valent, qui peut être répandue plus ou moins sur la personne, mais enfin, il y a cette idée-là, et il y a aussi l'idée de tolérance qui est extrêmement présente, et qui est heureusement, mais avec l'idée que du coup tout se vaut, et que émettre un avis critique, argumenté et solide sur l'avis d'un tel est une marque d'intolérance. C'est un débat qui traverse souvent d'ailleurs, pas que les travailleurs sociaux, mais je crois que c'est beaucoup plus général que ça. Donc évidemment là, on pense à Jean Rostand, rappeler que quand l'esprit est trop ouvert, il se vide. Bon, voilà quelques phrases clés qui nous aident à penser, et qu'avoir l'esprit critique, c'est finalement un élément qui dit que l'ouverture d'esprit, c'est pas accepter n'importe quel avis, c'est accepter toutes les preuves. Je suis ouvert d'esprit à partir du moment où j'accepte toutes les preuves qui sont proposées. C'est-à-dire que j'ai une exigence minimale
L'avis ne suffit pas, un avis argumenté, fondé. Quand bien même il vient bouleverser ma façon de voir le monde, ma carte du monde, je l'accepte à partir du moment où il est fondé, argumenté, avec des éléments de preuve. Et là, j'ai l'esprit ouvert, en effet, dans un sens qui ne soit pas relativiste. Les travailleurs sociaux sont aussi sur une approche plutôt... alors ça, là aussi, il faut le pondérer. Hein. Tous les travailleurs sociaux ne sont pas comme ça. Hein. Mais il y a quand même un esprit de critique qui est très présent. L'esprit de critique, c'est la critique qui est définie finalement, avant même de savoir quelle est la proposition. Hein. Et chez les travailleurs sociaux, il y en a certains qui sont... ça vient d'un chef de service, c'est forcément à critiquer. Hein, voilà. Et ils appellent ça de l'esprit critique des fois. Mais moi j'ai l'esprit critique. Non, tu as l'esprit de critique. Si le chef dit une connerie, oui, tu as raison. Si par contre il dit quelque chose de fondé et pertinent, la critique, elle n'a pas lieu d'être. Donc on a cette question-là, et ça permet aussi de distinguer ces deux questions de qu'est-ce que c'est que l'esprit critique par rapport à l'esprit de critique. L'esprit de critique construit de la décrédibilisation de celui qui est dans la critique a priori. L'esprit critique construit de la crédibilisation de celui qui tient un raisonnement critique, c'est-à-dire méthodologique, argumenté, fondé sur des éléments de démonstration, etc. Alors, la zététique, elle va être applicable pour les professionnels à l'intérieur des pratiques professionnelles quotidiennes dans la relation, mais aussi par rapport à leur environnement, c'est-à-dire par rapport aux informations qu'ils reçoivent. Peut-être à 11h30, je vais peut-être m'arrêter, je finis sur un rapidos. Ouais. Il y a deux niveaux donc, du coup, d'utilisation de la zététique. Dans la pratique, je viendrai après sur ça. Mais d'abord sur l'environnement. Les travailleurs sociaux baignent, comme chacun de nous, dans un environnement fait d'informations, de sources qui déboulent, de ce qui est relayé sur Facebook, de plus en plus. C'est impressionnant de voir une assemblée de professionnels en formation aujourd'hui. Combien n'ont pas de smartphone, ils ne font pas un geste qui ressemble à du scrollage sur quelque chose, quand ils ne sont pas en train de taper le truc. C'est plus rapide de compter ceux qui ne font pas ça que le contraire. J'ai essayé à Poitiers la semaine dernière, ou il y a 15 jours, et il y avait 150 étudiants, et alors 150 étudiants. Il y avait un truc qui n'allait pas. C'est impressionnant. Et en même temps, ce qui est impressionnant, c'est aussi qu'ils sont présents. Une partie, en tout cas, d'entre eux sont présents. Il y a une espèce de rituel. Et en même temps, le cerveau est bien à l'écoute et bien dans l'interaction. Ça me sidère, parce que moi, je ne sais pas faire les deux. Mais preuve que les nouvelles générations ont intégré ce nouvel outil comme extension d'eux-mêmes, mais qui n'est pas non plus la coupure complète du monde autour d'eux, même si des fois ça peut être le cas. Sur des questions, je vous ai dit, je travaille plutôt sur les questions de violence intrafamiliale, avec les questions de violence conjugale et de maltraitance sur enfants. La question des informations que l'on reçoit nous amène évidemment à nous représenter un problème et à vouloir des fois et à trouver les éléments qui convergent entre notre représentation et ce qu'on constate dans les situations. Et ça va orienter nos pratiques professionnelles, les propositions qu'on va faire avec les personnes. Donc le premier élément où la zététique est utile, c'est de venir questionner ce qui se dit sur un sujet sensible. Alors, je propose moi plutôt sur les sujets sensibles parce que c'est là où je trouve que c'est particulièrement aidant, sur des sujets dans lesquels il n'y a pas d'enjeu majeur, d'affect qui soit très mobilisé. En général, on est plutôt rationnel sur ces sujets-là, en tout cas plus facilement rationnel que sur des sujets dans lesquels on est mobilisé avec des charges affectives fortes. La question, ça pourrait être quelles données, par exemple, concernant la violence conjugale sont les plus présentes, identifiées, quel est le discours dominant autour de la question de la violence conjugale aujourd'hui. C'est un élément majeur qui doit amener comme question, dans une approche zététique, ces idées-là sont-elles validées, sont-elles conformes à ce que l'on trouve dans la recherche sur les questions des violences conjugales, par exemple.
Et on verra que, évidemment, il y a énormément de données qui sont affirmées. Alors je dis de données, d'informations, de choses qui sont affirmées, qui ne correspondent pas à la réalité des thématiques abordées. Par exemple, en 2018, jusqu'à 2018, il y avait un chiffre qui circulait qui disait que chaque jour, 2 enfants étaient tués par leurs parents. Chaque jour. Et qu'on avait entre 600 et 700 enfants par an qui étaient tués par leurs parents. Moi, je travaille en protection de l'enfance depuis des années, et depuis des années, je voyais ce chiffre circuler, et je le voyais affirmé, mais je ne le voyais jamais sourcé. À un moment, et je voyais des professionnels de la protection de l'enfance, je voyais des responsables d'observatoires nationaux qui disaient que ce chiffre était agaçant, mais n'amenait pas un élément ni de vérification, de validation de ce chiffre, ou de critique. Ce que j'ai du coup fait, c'est que j'ai été à la recherche. La zététique m'a permis de mettre en œuvre l'idée d'aller vérifier l'information. Il est relativement simple, hein. Entre nous, c'est donné à quand même beaucoup de gens de pouvoir penser qu'on peut vérifier une information. Et j'ai essayé de remonter à la source de cette information. Et on la voit, cette info, qui se diffuse depuis des dizaines d'années, sans que jamais il y ait un élément qui puisse démontrer ça. C'est-à-dire, on a une répétition, lors d'une audition par une commission sénatoriale sur la protection de l'enfance, on va avoir l'association de la voix de l'enfant qui, dans l'audition, parle de ce chiffre-là, par exemple. Du coup, ça apparaît non seulement dans les retranscriptions de l'audition par la commission sénatoriale, mais aussi dans le rapport final. On le voit que, comme ça, on a un effet... chacun reprend chez l'autre ce qu'il pense crédible. Je l'ai vu dans un rapport du Sénat. Quand même pas rien. On a Christiane Taubira qui ouvre un colloque sur la maltraitance en utilisant ce chiffre. Ministre de la Justice à l'époque. Donc on a tout un ensemble de personnes. On a Marine Le Pen dans la campagne de 2007 qui dit que 2 enfants sont tués par jour et que quand elle arrivera, évidemment, la paix, la joie et l'harmonie régnera dans les familles. Donc on a ce discours-là qui sert et qui dit que quand même notre système est très mauvais, les professionnels sont mauvais, ils passent tous les jours à côté de 2 situations dans lesquelles un enfant est tué, tout ça. On a tout un discours en réalité de décrédibilisation qui pose problème. Il pose problème si jamais le chiffre n'est pas fondé, on décrédibilise un dispositif, on dit à l'ensemble de la société, le système de protection de l'enfance est une horreur, 600 enfants chaque année sont tués. Et de l'autre, c'est une horreur aussi pour les professionnels. On laisse entendre qu'ils sont en effet particulièrement mauvais. Et donc du coup, le risque c'est d'aller vers une réponse sécuritaire, d'augmenter les exigences, le phénomène dont je vous ai parlé tout à l'heure, de s'alerter au moindre signe, on a un renforcement de la peur, parce que le drame il est pas rare, il est à côté de chez nous, il est tous les jours. Et en vérifiant ça, donc, je le dis, je ne trouve aucune trace, et je sens un rapport en montrant toutes les recherches qu'il peut y avoir, sauf une qui est d'une chercheuse de l'INSERM. Et alors là, ça oblige à lire l'étude de la chercheuse de l'INSERM. Qu'est-ce qui fait qu'elle aboutit à ce chiffre-là? Elle dit qu'il peut y avoir jusqu'à 800 enfants tués chaque année. Sachant que sur les périodes dont on parle, on a un total du nombre d'homicides de 1200 personnes. Donc, en gros, on a des chiffres qui seraient faux, inconnus, etc., etc. Et quand on va chercher dans son étude, on s'aperçoit qu'elle travaille sur des données qui concernent les nourrissons, qu'elle fait une extrapolation du taux qu'elle a trouvé, qui est extrêmement... c'est une enquête rétrospective, avec tous les biais que ça peut avoir. Déjà très très critiquable, les données, la réinterprétation des données qui est faite est très critiquable, et en plus elle déploie le taux de mortalité par maltraitance chez les tranches d'âge d'adolescents, comme sur un nourrisson. Déjà, normalement, voilà, hein, vous pouvez faire un syndrome du bébé secoué à un nourrisson. À un adolescent, c'est quand même un petit peu plus difficile de le secouer à tel point qu'il ait des hématomes sous bureau. Hein. Ça peut arriver, mais quand même, il faut être costaud. Hein. Vous voyez que déjà, ça devrait poser des questions très particulières. Et donc, cette étude s'effondre
Et ce qui est amusant, c'est qu'à partir de mon étude, le Canard enchaîné reprend la réponse de cette chercheuse qui a été interrogée sur mais pourquoi elle dit ce chiffre, puisqu'en effet elle dit que oui, on ne peut pas l'extrapoler aussi facilement. Elle dit mais les médias le veulent, vous le voulez, donc moi je vous le donne, vous me demandez des chiffres un peu scandaleux, je vous les donne. Donc vous voyez comment la machine finalement se nourrit, et chaque partie pensant répondre à la demande de l'autre, vient finalement nourrir une idée absolument fausse, mais parfaitement ancrée, parce que des autorités n'ont cessé de répéter ce chiffre-là. Depuis, on a eu l'Observatoire national de la protection de l'enfance qui a fait une étude et qui arrive sur les estimations, enfin là sur les données fiables, parce que moi j'avais pas les moyens de suivre les données fiables en temps réel, arrive à la tranche que je fixais entre 50 et 70 situations par an, et c'est largement trop. On n'a pas besoin de multiplier par 10. On a un rapport de 1 à 10 entre ce qui circulait et ce qui était le cas. Et comme entrant dans cette question, je suis allé aussi sur le terrain de la violence conjugale, début 2019, je ne sais pas si vous vous rappelez, on a en début d'année une succession de femmes tuées par leur compagnon ou leur ex, leur conjoint ou leur ex. Tout dans un rythme vraiment, on a des fois 2 dans la journée, on en a une tous les 2 jours, etc. Donc vraiment une concentration de ces passages à l'acte homicidaires très très forte. Et alors, jaillit comme discours, du côté des associations mobilisées, que on ne fait rien, que ça empire, c'est chaque année de pire en pire, et l'État ne fait rien, etc., etc. Là aussi, moi, à chaque fois, mon entrée de questionnement, c'est là où ça vient me sensibiliser, c'est de dire, à partir de tout ce que je sais qui est fait sur la question des violences conjugales, qui est insuffisant, mais à partir de ce que je sais qui est fait, entendre que rien n'est fait me pose problème. Parce que dans ce cas, si les hébergements qui existent n'existent pas dans l'imaginaire des professionnels, les mises en sécurité qui sont faites n'existent pas dans l'imaginaire des professionnels de la société, moi ça me pose problème. On doit voir ce qui est fait et ce qui reste à faire et ce qui est insuffisant. Là on a un discours radical qui dit on ne fait rien pour ces femmes. Et ça ne fait qu'augmenter. Depuis 2006, existe une production annuelle du côté de la délégation interministérielle aux victimes, des données chiffrées sur les morts violentes au sein des couples. Et ça concerne tout ce qui est les passages à l'acte mortels au sein des couples. Depuis 2006, donc, on a des données annuelles qui nous permettent d'avoir une évolution, une tendance, et de vérifier si ça remonte, si c'est stable, si ça décroît, avoir une tendance. Donc le discours dit c'est de pire en pire. Quand on vérifie ces données-là, on a entre 2006 et 2019, puisque c'était 2018 du coup les dernières données, puisque le rapport moi je l'ai publié en 2019, on a une décroissance de 25% en moyenne du nombre de passages à l'acte homicidaire au sein des couples. C'est pas la même histoire. C'est-à-dire qu'il y a des choses, alors, je ne sais pas à quel point ça marche ou pas, en tout cas il y a une question qui est moins présente, mais qui par contre médiatiquement est de plus en plus présente. Et heureusement, ça a permis aussi de sortir de l'ombre des situations. C'est parce qu'on a enseigné à en parler que des femmes peuvent parler de ce qu'elles vivent dans l'enfer et le huis clos conjugal. Il ne s'agit pas de dénigrer ça. Mais par contre, se rattacher à qu'est-ce qui se produit comme évolution, quel regard ça nous aide à avoir sur la société, sur ce qui est tenté, ce qui est mis en place, son efficacité, évaluer tout simplement ce qui se produit. Et c'est là aussi où les professionnels ont intérêt à être vigilants. Parce que ce qui les porte, si c'est qu'il va y avoir du drame et qu'il y en a de plus en plus, leur intervention peut être productrice de drame. Je vais vous donner un exemple concret. Dans la question de la violence conjugale, le cas le plus important la cause de la mort au sein du couple, c'est le fait qu'il y en a un qui a tué l'autre. Ça, c'est la première des causes. Mais les contextes qui produisent du passage à l'acte, qui le favorisent, le premier des contextes qui est favorisateur du passage à l'acte, c'est
la séparation. C'est au moment de l'annonce de séparation ou après la séparation de la séparation réalisée, des fois plusieurs mois après, que essentiellement le gars, parce que dans les homicides, c'est un homme tué pour 4 femmes tuées au sein du couple, donc 80% des victimes de morts violentes au sein du couple sont des femmes, essentiellement par des hommes, même s'il y a aussi dans les couples lesbiens, et pour les hommes dans les couples gays, des passages à l'acte de ce type-là. On a cette présence du passage à l'acte, du coup j'ai perdu mon idée. C'est la séparation, merci. La cause. C'était pour voir si vous vérifiez. Ça, c'est pour masquer mon trou de mémoire. Vous connaissez la technique. Donc, en réalité, si vous pensez que le féminicide est l'avenir de la femme que vous recevez, qui vous parle de la violence qu'elle vit dans son couple, vous allez être producteur d'une incitation au départ que des fois elle ne veut pas, mais avec des éléments de pression, et là la question des enfants vient jouer, parce que la violence conjugale, quand bien même elle est adressée entre adultes, a un impact sur les enfants majeurs, les insécurise jusqu'à provoquer chez eux des préjudices qui peuvent être graves dans leur développement. Vous allez mettre de la pression involontairement, c'est pas pour maltraiter la personne, c'est pour la sauver, la protéger. Or, la phase de séparation est là où vous êtes peut-être plus rassuré, mais où elle est plus en danger. Donc vous voyez pourquoi on a besoin en effet d'avoir une compréhension des phénomènes dans leur complexité encore une fois. Et, il ne s'agit pas de dire aux femmes ne partez pas de chez vous. Hein, c'est pas ça. Mais en tout cas, ne les forçons pas à partir quand c'est pas leur projet. Et qu'en plus, on a des fois des éléments dans lesquels il n'y a aucun passage à l'acte, ni dangerosité. Il y a des femmes qui sont tuées sans jamais avoir eu de passage à l'acte et de violence subie, mais seulement la séparation. Et ça, c'est là où le gars dégoupille, et là, il la tue. Oui. Je m'excuse puisque vous nous avez dit qu'on pouvait un peu intervenir. Merci. Juste par rapport aux chiffres dont vous parlez, je dis ça puisque j'ai fait une intervention récemment sur justement les violences au sein du couple et j'avais un petit peu étudié les chiffres. Juste un petit éclairage sur le fait que vous dites qu'effectivement les chiffres en termes de violence au sein du couple, dont les femmes sont la plupart du temps victimes, donc sont supérieurs actuels, c'est-à-dire démontreraient des violences en nombre supérieur maintenant par rapport à 2006, alors que... C'est le contraire. Oui. C'est une décroissance de 25%. Décroissance. C'est une décroissance. Voilà, ça a nécessité d'être précisé. D'ailleurs, vous les aviez repris, c'est Madame Chauvet. Vous les aviez repris, en effet, vous étiez J'ai appuyé. mal compris ce que vous avez dit. Non, il y a une décroissance en tendance de 25% de moyenne en lissant, encore une fois, parce que vous pouvez avoir à un moment de l'année une concentration d'épisodes. Les mecs fous ou violents ou qui pensent que leur femme est leur objet ne se mettent pas d'accord pour harmoniser les moments où ils passent à l'acte. Donc on a des moments où on peut en avoir 3 dans une journée et pendant 15 jours on va plus en avoir. Et c'est ça qui est important de ramener, c'est le temps long. Parce que le temps de l'émotion, c'est du temps court. C'est la situation me tombe et elle me donne une vision globale d'un phénomène et j'ai l'impression que c'est tout le temps et partout comme ça. Le temps long, c'est ce qui nous permet, vous savez, sur plein d'études, si on faisait des études que sur 5 jours, on aurait des résultats avec des trucs ici et d'autres qui diraient là, on dirait mais qu'est-ce qui se passe? On ne comprend pas. Oui, dans beaucoup de domaines, c'est le cas. Donc ramener du temps long, c'est vraiment un élément important. Et ramener du temps long, ça nécessite de la distance, de se mettre justement à distance de l'émotion, pour se dire, on va aborder un sujet hautement sensible, et on va essayer de ne pas être parasité par ce que la sensibilité du sujet peut provoquer chez nous en termes d'affect. Et en même temps, il ne s'agit pas de dire, oh ben donc tout va bien, hein, ça a baissé, donc... Il s'agit de dire, il y a encore du boulot, il y a encore des choses à tenter, il y a encore des pistes à travailler, il y a encore des moyens à mettre aussi, parce que c'est aussi des questions de moyens, la question des réponses qui sont apportées sur ces questions-là. Mais ce n'est pas tout à fait la même que de penser que le pire est à la porte de chaque situation. Dans une forme de déterminisme, qui des fois aussi une lecture simplifiée des questions de violence conjugale,
Il y a un outil qui serait interrogé qui s'appelle le cycle de la violence conjugale, qui marque en effet en 4 phases comment on a une répétition des actes qui va de façon croissante jusqu'au risque évidemment que il y ait un passage à l'acte définitif. Il y a une espèce de déterminisme qui est ancré dans une vision de ce sujet-là, alors qu'en réalité il y a des formes de violence dans les couples qui sont extrêmement variées et différentes et qui produisent des fois des résultats très différents. Vous avez parlé des couples. C'est sur quelle base? Des mariés, pas mariés? Juridiquement, le lien, voilà. Alors, quand même, juste, votre question est très importante, puisque justement, dans les... depuis une vingtaine d'années, la loi a étendu le périmètre, justement, ce qui, finalement, est en relation avec ce que vous dites, c'est-à-dire le fait que c'est souvent dans des contextes de séparation, effectivement, que survient la violence aboutie, mais séparation, non, à l'origine, c'était uniquement le mari, et puis c'est devenu le conjoint, et maintenant c'est devenu toute personne qui a eu une relation affective. Donc ça peut très bien être je veux dire, un ami extrêmement proche, un homme avec qui enfin, il y a eu une relation, etc. Donc ce qui fait que d'ailleurs, ça surdétermine quand même, pour revenir à cette question du chiffre, c'est-à-dire que les critères actuels de mesure des violences, compte tenu que le périmètre des auteurs possibles s'est élargi, donc effectivement, ça comptabilise beaucoup plus de violences, ce qui vient finalement encore conforter ce que vous dites, c'est-à-dire qu'effectivement, on fait miroiter toujours des chiffres terriblement inquiétants, et ils le sont évidemment, mais en tout cas qui ne mesurent pas que c'est vrai que globalement il y a quand même une baisse, une véritable lutte depuis un certain nombre d'années. Oui, et c'est important ce que vous dites, parce qu'en effet, ce qu'on a comptabilisé comme couple, ce qui était le couple, s'est élargi dans son périmètre. Et donc, il y a des situations qui, en 2006, ne sont pas entrées dans la comptabilité et qui se sont produites. Et en 2006, il y avait au sein des couples, dans une version restreinte, plus qu'aujourd'hui dans une version large de la définition du couple. Donc, important. Et puis, il y a l'élément démographique aussi, c'est qu'entre 2006 et aujourd'hui, démographiquement, on a cessé d'être de plus en plus nombreux et il y a eu de plus en plus de couples aussi. Donc on pourrait encore le pondérer par ça et qui montrerait que la question de la tendance baissière est un élément vraiment de fond de l'évolution. Oui, je voudrais réagir sur ce qui vient d'être dit. C'est pas du tout à détacher d'un contexte de société actuellement, parce que ce que résume Madame, c'est qu'en fait on tourne à un conflit homme-femme. Dans la mesure où vous faites sauter l'unité du couple et que vous élargissez, à force d'élargir, vous êtes au dernier chaînon, c'est-à-dire les hommes contre les femmes. Et ça correspond à des mouvements de société que l'on connaît, qui sont porteurs, etc., actuellement. Donc, c'est hyper grave. C'est hyper grave. Je vais vous rejoindre, je ne vais pas trop rentrer dans le débat, parce que alors s'il y a un débat explosif... Donc moi j'ai choisi de garder l'énergie pour les combats que je choisis, pas ceux que le monde cause. Donc je fais gaffe sur certains sujets, à ne pas venir sur des trucs qui pourraient être interprétés par une maladresse de mon propos. Je lui réponds et sur cette question, en effet, c'est justement à l'heure dans la façon de lire la question de la violence conjugale. La violence conjugale, on peut vraiment avoir une représentation faussée parce qu'on parle de femmes battues par exemple. Or, la violence conjugale est dans la grande majorité des cas une violence qui ne passe pas par du passage à l'acte physique. Donc vous voyez comment des gens se trompent sur le regard. Ça veut dire qu'on va passer à côté de plein de situations dans lesquelles il y a une situation de violence avec de domination, de contrôle coercitif de l'un sur l'autre, etc. Parce que déjà on a une représentation qui peut être décalée par rapport à la réalité et à la multiplicité des situations. Et deuxième chose, la question homme-femme. Ce qui est intéressant dans les données, c'est que c'est les morts violentes au sein des couples, de tous les couples. Et que ce n'est pas seulement les couples hétérosexuels. Donc, ça nous permet de voir que la violence se produit aussi au sein des couples lesbiens, qu'elle se produit aussi, et encore plus, au sein des couples gays. Et ça nous permet justement de peut-être sortir, pas de sortir complètement, parce qu'il y a quand même aussi très fortement, dans les couples hétérosexuels, une violence. Plus elle est grave, plus elle est produite par l'homme sur la femme. La tendance est celle-là. Par contre, il y a des types de violences de moindre gravité, je ne sais pas si on peut dire qu'il n'y a pas de violence grave, mais bon, en tout cas des violences psychologiques, etc., où on peut avoir une inégalité de situation entre hommes et femmes. En tout cas, ça nous sort cette étude-là, de cette thématique, si on va dans le détail,
nous permettent d'appréhender peut-être différemment la question de la violence chez les êtres humains, dans leurs relations sociales, au sein des couples, etc. Et la balle est résumée, les hommes contre les femmes. C'est plus subtil que ça. Même si, et je le répète, quand il y a du passage à l'acte qui se termine par un drame notamment, plus on monte en gravité, plus ce sont des hommes qui agissent sur les femmes. Bonjour. Est-ce qu'on a une idée, vous en tant que professionnel, et je pense madame d'après ce que j'ai entendu, est-ce qu'on a une idée, on parle toujours donc des chiffres de victimes, etc. Est-ce qu'on aurait une idée des cas qui sont soumis aux professionnels du domaine et du taux de résolution sans catastrophe derrière? Si vous en parlez tout à l'heure, est-ce qu'il y a quelqu'un qui réfléchit à ça? Alors, peut-être pas aussi directement que ça, mais on estime qu'il y a 200 000 femmes en moyenne, 200 000, enfin, il y a des études de victimisation qui permettent d'apprendre qu'il y a 200 000 femmes qui vivent dans un contexte de violence conjugale. Sur ces 200 000, si on prend cette base-là, il y a 100 à 120 selon les années femmes qui sont tuées. Il y en a heureusement beaucoup plus qui sortent des logiques de violence qu'elles subissent dans le couple, soit parce qu'elles sortent du couple, il y a une rupture de la vie commune qui se passe sans un passage à l'acte homicidaire, même s'il y a plein de façons d'atteindre l'autre, encore et toujours. Malgré tout, la séparation ne signifie pas l'arrêt des différentes formes de diffusion de la violence. Et donc il y a une effectivité, il y a beaucoup de femmes qui se sortent des processus de violence qu'elles subissent. Beaucoup, mais la centration sur le drame nous amène à ne pas voir aussi tout ce qui est effectivement opérationnel, ce qui marche, et c'est bien des études qui manquent, c'est que finalement les évaluations de quel travail produit quel résultat, on est tellement centré sur le drame qu'on oublie peut-être de faire ce travail qui est essentiel pour se rappeler que justement l'avenir d'une femme victime de violence, c'est pas la mort, dans l'immense majorité des cas heureusement. La mort est un phénomène rare au regard de la masse des personnes qui vivent de la violence. L'avenir d'une femme victime de violence conjugale, avec leurs propres ressources ou avec des soutiens d'institutions, d'amis, de tiers, c'est la sortie de la violence, ou en tout cas la capacité à vivre dans un mode de violence qui soit tenable. Parce que là aussi, la question de la violence psychologique, par exemple, est un élément extrêmement compliqué. Il y a des formes de violence subtiles dans tous les rapports sociaux. Donc ça dépend aussi du niveau d'exigence sur ce que c'est un couple sans violence. Il y a une professionnelle qui dit par exemple, si le gars appelle sa femme pour demander où elle est, c'est le début d'un contrôle coercitif. Oui ok, mais qui n'a pas appelé sa compagne ou son compagnon un moment parce que l'heure où tu étais prévu, elle n'était pas là et on lui demande juste à quelle heure tu rentres pour savoir à quelle heure. Vous voyez. Donc on est sur des zones où après on rentre dans des zones d'interprétation, mais sur le passage à l'acte homicidaire, on n'est pas sur l'interprétation. Là, il n'y a pas de débat. On peut nommer les violences conjugales parce que les personnes ont porté plainte, mais toutes celles qui n'osent pas porter plainte, comment on les comptabilise celles-là? Parce que j'ai entendu dire qu'il y en avait beaucoup qui ne portaient pas plainte. Oui, alors c'est pour ça que les enquêtes de victimation sont tout à fait intéressantes parce qu'elles s'adressent à un panel de population extrêmement vaste. C'est pas juste 1000 personnes, c'est des échantillons de population extrêmement importants. Et on leur pose ces questions-là, on leur pose entre autres, et notamment la question est-ce que dans leur couple il y a des transactions violentes, etc., ce qui permet de déterminer celles qui sont plutôt à vivre des épisodes de violence dans leur relation conjugale et ou par ex, et est-ce que vous avez déposé plainte ou pas. Donc on sait à peu près qu'il y a 25% en moyenne aujourd'hui, ce qui a beaucoup progressé. Avant on était plutôt à 10%, aujourd'hui on est plutôt autour de 25% des femmes victimes de violences dans le couple qui vont déposer une plainte. Et chez les hommes c'est 9%. Il y a une sous-déclaration plus importante chez les hommes parce qu'aller dans un commissariat à dire je suis victime de la femme avec tous les stéréotypes de la masculinité, c'est la force, etc. Il faut affronter ses propres stéréotypes et des fois le regard qui n'est pas moins jugeant que pour une femme du côté des policiers et des gendarmes. Donc on va avoir une sous-déclaration plus importante, mais ça nous permet de cerner quelque chose en effet de l'évolution, les déclarations, la mise en avant de ce sujet a permis que la parole circule beaucoup plus et qu'on puisse oser aller porter plainte là où avant on n'y allait pas forcément. Maintenant sans doute qu'il y a des personnes qui ont encore peur d'aller déposer plainte, mais il y a aussi des personnes qui ne souhaitent pas déposer plainte.
C'est-à-dire que vous ne souhaitez pas forcément une réponse pénale à votre situation conjugale. Et ça aussi, il faut que la société l'accepte, parce qu'il y a une injonction à la plainte, et une pression qui est faite aux femmes d'aller déposer plainte, comme si c'était la voie de résolution de leurs problèmes relationnels. Il y a des femmes qui vont déposer plainte, et qui sont après dans une culpabilité. Donc ça se travaille un dépôt de plainte, et puis tout simplement, on ne veut peut-être pas que le pénal s'occupe de votre vie, vous avez d'autres façons de le réguler. Il y a des femmes qui se séparent, sans passer par la voie pénale, et sans que ça leur... Enfin, elles ont trouvé leur solution. Mais en effet, il y a une partie qui n'est pas visible, mais on peut la cerner par les enquêtes de victimisme. Oui, Laurent, comme je suis coupable de t'avoir sollicité, je fais un peu attention à l'heure, là, il est midi 5. Donc j'étais à l'arrivée jusqu'au bout de ton exposé, on est entré dans le débat, ça monte bien. Alors moi j'ai une question pour toi. Ton bouquin il s'adresse principalement aux assistants de service social, ce qui est évidemment normal. Bon, il y a d'autres gros bataillons de travailleurs sociaux qui sont pas tellement présents dans ton bouquin, qui sont les éducateurs en particulier, ceux qui travaillent en institution. Est-ce que tu as réfléchi à la manière dont tu pourrais moduler, reformuler toutes tes préconisations, aussi bien que tes analyses, en direction des éducateurs, qui est quelque chose qui, moi, m'a concerné beaucoup plus directement dans mon parcours professionnel, en particulier au CMA, qui est un peu une terre de mission pour le discours critique, sceptique, tu le sais aussi bien que moi. Voilà, les éducateurs, comment tu prévois de les toucher maintenant? Alors, peut-être pour bien expliquer, les assistants de services sociaux, ça vaut aussi pour les conseillers à l'économie sociale et familiale, sont principalement engagés dans des relations, dans des dialogues un peu personnels, voire interindividuels, alors que les éducateurs sont dans des cadres institutionnels, donc où la dimension collective est beaucoup plus forte. Oui. Mais alors dans le bouquin, il y a les deux. Alors peut-être que ma tendance est en AS, je me suis adressé plus à mes pairs directs, et peut-être que c'est ça que tu as perçu dans le livre, mais c'est vrai que c'est souvent plutôt à parler des travailleurs sociaux de façon un peu générique. Mais c'est vrai que j'aurais pu dire les travailleurs sociaux éducatifs pour être sûr que ce qui est dit les concerne aussi, par exemple. Je pense pas qu'il y ait... Alors après, c'est eux qui pourront me le dire, et en effet, toi, ton regard aussi m'intéresse pour ça. C'est est-ce que, justement, dans ma façon, je touche cette autre culture professionnelle qui est celle du champ de l'éducatif, par exemple. Est-ce que je suis pas sur ce secteur-là originellement, mais peut-être que mon discours n'est pas suffisamment illustré de ce côté-là, et suffisamment ancré, et peut-être que c'est ce qui manque au manuel. Mais moi, l'idée, c'est de m'adresser aux travailleurs sociaux, pas qu'aux AS. Mais peut-être que ma tendance naturelle est revenue au galop. Que j'ai écrit comme un AS, et du coup, j'ai pensé aux AS. Ce qui n'est pas mon choix stratégique, parce qu'il y a plus d'éducs que d'AS. Ah oui, ça, j'ai fait une erreur de marketing, je crois. Mon cœur de cible n'a pas été... L'importance des victimes de passage à l'acte, qui sont en fait le résultat par les victimes d'auteurs de violences non physiques et importantes et qui ont été prises en charge ou pas prises en charge par le passé. Alors, est-ce que... combien... Parmi tous les passages à l'acte avec le nombre de personnes décédées, si on prend ce groupe-là, combien étaient passés avant par des prises en charge? Combien le conjoint qui est passé à l'acte, qui a tué son conjoint, était en fait lui-même victime très importante de violences psychologiques. On a connu des procès dramatiques. Oui, alors je ne l'ai pas en tête, hein, mais sur les motivations des auteurs, il y a tout un travail qui est fait dans l'enquête annuelle sur les motivations des auteurs. Et on va en effet avoir quelques items. Alors là, du coup, Mme Chouet, peut-être que vous les avez plus en tête que moi à cet instant. Mais il y a des éléments, des données qui sont tout à fait intéressantes aussi sur le contexte qui, eux, justifie le passage à l'acte selon eux. Voilà, c'est ça. De mémoire, hein, puisque c'est des chiffres que j'avais un peu travaillés, ce qu'on appelle des violences réciproques. Voilà, hein, donc ça répond un petit peu à votre question. Ce qu'on appelle des violences réciproques, il y a effectivement 60% des crimes, hein, donc qui vont donc jusqu'au meurtre, qui sont dans un contexte de violence réciproque. C'est énorme. Ah, voilà, c'est énorme. C'est-à-dire que il y a donc les violences, il y a les contextes de séparation dont vous parlez, et donc voilà. Je crois que ça veut bien dire qu'effectivement, on reconnaît
que c'est dans une interaction qui n'a pas pu être, voilà, avec quand même d'une certaine manière une responsabilité de Dieu, n'empêche que, devant la justice, celui qui a tué, c'est lui le responsable, un point c'est tout, c'est le coupable. On va avoir des éléments dans justement ces données qui sont un peu déconcertantes. Il y a le fait de forme d'euthanasie, c'est-à-dire qu'il y a la question de la pathologie de la victime, chez les personnes âgées notamment, qui peut être certaines années très très importante, où le conjoint ou la conjointe tue celui ou celle qui était malade. Et ça existe dans les deux sens d'ailleurs. On a eu, entre guillemets, un bon exemple d'étude à Pérol-Sélatte, à quelques semaines d'écart. Dans un cas, c'est lui qui a tué elle, et la motivation, là j'ai que les articles de Betty Libre, donc vous voyez mon niveau d'information, mais les premiers éléments qui sont sortis, c'est que lui disait qu'elle était atteinte de démence sénile, et qu'il ne supportait plus ça, et que voilà, elle aussi, elle ne supportait pas cette dégradation de son état, et qu'il l'a tué pour ça. On a eu là une couverture médiatique qui était très importante avec plusieurs articles dans Midi Libre. Et puis à Pérols, alors je ne sais plus si c'était à Latte ou à Pérols, mais peu importe. Ce qui était intéressant, c'est que c'était dans des villes très voisines, dans un secteur très voisin, dans un temps rapproché. C'était elle qui avait tué lui pour ces raisons-là. Et là, on a eu une couverture qui était beaucoup plus restreinte en termes de couverture médiatique. Et on le voit, un homme tué par sa compagne n'intéresse pas pareil, n'est pas. Mais encore une fois, c'est parce qu'on est en alerte sur... et puis ça rejoint nos images de la fragilité aussi. La fragilité, c'est plutôt du côté de la femme, etc. Je pense qu'il y a plein de stéréotypes qui sont à l'œuvre sur ces questions-là, qui nous agitent et qui font qu'on va porter beaucoup plus d'attention quand c'est une question qui touche une femme que quand c'est un homme. La question du nombre aussi, évidemment, parce que la masse des situations, ce sont des femmes qui sont victimes de ça. Mais on est moins attentif à la question quand ça se passe de l'autre côté. Et vous savez qu'il y a le victim bashing. C'est-à-dire il y a un interdit moral à venir interroger la responsabilité de la victime dans la production de l'acte par l'auteur. Et on peut en effet être critique sur l'effet de déconsidérer la victime, qui semble dire qu'on justifie un peu le passage à l'acte de l'auteur. Mais le victim bashing, il est finalement assez toléré quand c'est l'homme qui est tué. C'est-à-dire que oui, mais c'était un homme violent, oui, mais c'était peut-être qu'il l'a posé. Enfin, vous voyez, on n'a pas les mêmes réflexes intuitivement, les mêmes façons de penser la question d'un problème de violence qui s'est produit dans un couple et pas les mêmes outils d'analyse. Voilà, c'est sociétal. Et je pense que voilà, ça nous oblige à s'intéresser aux études, viennent bousculer pas mal de nos pensées intuitives qui sont fondées sur des représentations assez communes qui circulent. Tout l'intérêt d'aller chercher ça. Pardon, c'est juste c'est pour ça que j'ai levé la masque. Lorsqu'elle a eu les résultats des analyses et qu'elle a su que son mari était atteint de la maladie d'Alzheimer, elle a su. Non, laisse passer. Ouais, parce que c'est intéressant. C'est les vasanes, ça, qui va sur l'Odène. Je disais qu'elle n'a pas supporté d'imaginer qu'elle allait vivre avec son mari qui était atteint de la maladie d'Alzheimer. Et elle l'a étranglé, mais comme ça a coupé avec un cordon, ils ont cru au début qu'elle l'avait égorgé. Ça, c'est non, mais voilà, les mêmes raisons, même passage à l'acte, mais pas la même considération et pas le même regard social sur la situation. Et ça, c'est intéressant en effet à voir. Bon, là, il y avait... C'est vrai que les deux sont terribles, et en même temps, les deux se situent dans un contexte où qu'est-ce qu'on fait face à la maladie? Ça pose des questions sociétales bien plus larges en réalité, ces questions-là. Je voudrais revenir un peu sur tout ce que vous avez exposé sur la protection de l'enfance, qui m'intéresse beaucoup, puisqu'évidemment j'ai été juge des enfants pendant de nombreuses années. Et donc je voulais juste ajouter effectivement, d'abord que je me réjouis qu'il y ait des tentatives internes, effectivement, d'apporter des méthodologies dans ce terrain dans lequel vous êtes confronté à l'humain en première ligne. Je veux dire, donc c'est particulièrement nécessaire. Ce que je dirais, c'est que je lancerai une idée un peu iconoclaste.
il faut savoir que la protection de l'enfance, c'est tout ce que vous avez décrit et qui vient avant la présentation devant la justice. Donc la justice, c'est quand finalement, au bout de tout ce travail que vous dites, hein, eh bien, effectivement, il y a une crainte d'une maltraitance, de choses graves, et à ce moment-là, la justice est saisie. Alors, je dirais que la justice, elle, à mon avis, elle est faite justement pour introduire à tous les stades l'esprit critique, le doute, le fait qu'effectivement, les choses passent par des expertises, contre-expertises, le procureur, les enquêtes, etc. Donc, d'une certaine manière, c'est un développement de tous ces aspects. Et je dirais aussi que la famille, quand elle se retrouve devant le juge au bout du compte, elle a droit à quelque chose qui s'appelle le droit à la parole, hein, et au contradictoire. Elle est souvent assistée d'un avocat. Et c'est vrai, je dois dire que j'ai souvent vu devant moi des personnes qui disaient se trouver soulagées d'être finalement dans ce cadre-là, où elles avaient l'impression qu'il y avait tous ces contre-pouvoirs et cet espace d'écoute, plutôt que dans cette première approche où elles s'étaient, alors c'était paradoxal, où elles s'étaient senties jugées. Donc finalement, elles se sentaient moins jugées devant un juge que jugées. Voilà. Mais d'où la lenteur de la justice, d'où la complexité extrême de la justice. Et alors le problème aussi, je dirais, pour ajouter à tous les ravages que vous avez quand même indiqués pour les familles, et avec en plus effectivement, c'est ce qui peut amener d'ailleurs quelquefois même des enfants aussi à ne pas se plaindre par crainte, hein, de soulever tout ce qu'on vient de dire. Mais il faut savoir aussi que quand il y a un signalement, c'est d'abord traité par le procureur de la République, et que le procureur de la République, lui aussi, il est un peu dans une culture, il ne faut que je laisse rien passer parce que sur les ondes, on va dire que, etc., etc. Donc il saisit le juge des enfants. Donc vous voyez que ça fait encore une strate supplémentaire, convocation devant le juge des enfants, et c'est en fait là, mais seulement là, que se met en place tous ces contre-pouvoirs. Je pense qu'il n'y a plus de questions. Il y a encore d'autres questions ou pas? Alors, merci beaucoup Laurent pour cette intervention qui nous éclaire.